Bien, alors, section 4, équilibre du producteur. Ça, vous l'avez deviné certainement, hein, donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait aussi pour le consommateur. Donc, section 4, équilibre du producteur. Très bien. Alors, comme pour le consommateur, vous savez, le programme du choix du producteur va nous permettre de justement donc de trouver la solution, c'est-à-dire de déterminer une combinaison optimale. Hein. Donc, comme la solution au problème du choix du consommateur, c'était la combinaison optimale X étoile, Y étoile. Donc, on va chercher pour le producteur la combinaison optimale, cette fois-ci des facteurs de production, pas des biens et services consommés, mais des facteurs de production, c'est-à-dire K étoile, L étoile, et qui va être en quelque sorte la solution qu'on va obtenir lorsqu'on va confronter quoi et quoi. Eh bien, on va confronter l'objectif du producteur avec sa contrainte. Donc ça, c'est un principe général en microéconomie néoclassique. Pour trouver l'équilibre, on confronte toujours l'objectif du producteur avec ses contraintes qui représentent les moyens, tout simplement. Parce qu'on suppose que le producteur ou n'importe quel agent économique, il est rationnel. Donc, avec les moyens dont il dispose, il va essayer de maximiser les objectifs. Ou si vous voulez, pour un objectif donné, il va chercher de minimiser les moyens utilisés pour les atteindre. Et donc, de manière générale, on a toujours cette confrontation entre l'objectif et la contrainte. Toujours, on a des désirs, on a des objectifs à atteindre, mais on a des contraintes, on est limité par nos moyens, etc. parce qu'on est dans un contexte ou situation de rareté. Le consommateur, il a beaucoup de besoins à satisfaire, mais il est limité par son salaire, par son revenu, par son budget. Pareil, le producteur, il a envie de produire plusieurs biens et services, mais il est contraint, il est limité par, bien sûr, les quantités de facteurs de production qui sont à sa disposition. En tant qu'étudiant, j'ai envie d'étudier beaucoup de choses, mais je suis contraint par le temps, par exemple. Hein, donc voilà, c'est une limite, c'est une contrainte, etc., etc. Donc toujours confrontation entre l'objectif et la contrainte. De la même manière, lorsqu'on dit par exemple pour déterminer le prix sur un marché, qu'est-ce qu'on confronte? On confronte l'offre et la demande. Voilà. Donc ici, on va confronter l'objectif du producteur avec sa contrainte. Chez le consommateur, on a dit, voilà, donc c'est l'objectif, c'est maximiser l'utilité, n'est-ce pas? Hein, avoir le maximum de satisfaction. Donc, il va le confronter à la contrainte budgétaire, c'est-à-dire au fait qu'il dispose d'un budget qui est limité et qu'il ne peut pas tout acheter. Alors, concernant le producteur, donc on a déjà étudié son objectif, représenté algébriquement par la fonction de production. Donc, il veut avoir l'objectif du producteur, n'est-ce pas? C'est maximiser la production, ok, avoir ou réaliser le maximum d'output. On l'a déjà étudié. La représentation, bien sûr, c'est la fonction de production. On maximise la fonction de production, Q, si vous voulez, KL. Et graphiquement, hein, donc là, si vous voulez, la représentation de cet objectif, c'est quoi? C'est d'avoir l'isoconte la plus élevée. Hein, on l'a dit, hein, graphiquement. C'est d'atteindre l'isoconte la plus élevée. Comme pour le consommateur, il cherche le maximum ou à maximiser la fonction d'utilité. Graphiquement, eh bien, ça correspond à quoi? Atteindre la courbe d'indifférence la plus élevée. Chez le producteur, il va atteindre l'isoconte la plus élevée. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui nous manque? Donc, ça, c'est les objectifs. Donc, on va versus le confronter avec la contrainte. Ok. Alors, chez le producteur, il y a deux types de contraintes qu'on va voir. Enfin, on a déjà vu, hein, donc il y a la contrainte de production, c'est-à-dire que, voilà, il faut réaliser un certain niveau d'output, d'accord? Un output donné, c'est-à-dire qu'il est fixé à l'avance. Par exemple, l'objectif d'une entreprise, eh bien, c'est de produire 200 voitures par jour. Donc, la quantité d'output, elle est fixée à l'avance, elle est donnée. D'accord? Donc ça, on peut le représenter par une isoconte. Hein? Donc une isoconte qui représente voilà, 500 voitures par jour. Donc on a déjà parlé de ça. Deuxième type de contrainte dont on n'a pas encore parlé, c'est la contrainte budgétaire, comme pour le consommateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a un montant d'argent dont il dispose qui est limité, qui est fixé à l'avance. Et donc il doit
l'utiliser pour acheter des facteurs de production pour avoir le maximum et pour réaliser la quantité maximale d'output. Donc, on va justement, hein, donc dans cette première partie de cette section, on va s'intéresser à l'étude de la contrainte budgétaire du producteur. Ok. C'est à peu près la même chose qu'on avait faite pour le consommateur. Et donc, cette première partie, on va effectivement hein, donc voir comment on établit, on élabore la contrainte budgétaire du producteur, mais aussi comment on fait la représentation graphique, l'interprétation de cette contrainte budgétaire, la droite budgétaire, etc. Très bien. Alors, premier point, premier paragraphe, on va dire. Donc, contrainte budgétaire du producteur et droite d'Izuku. C'est un peu la droite budgétaire du producteur. On va revenir sur la terminologie. ISO. Donc même si on écrit S, on le prononce comme Z. Izuku. D'accord? Très bien. Alors, comme vous le savez, afin de pouvoir produire, le producteur, donc, il utilise des inputs, donc des facteurs de production, que ce soit des matières premières, de l'énergie, du travail, du capital, d'autres biens et services qui sont produits par d'autres entreprises qu'on appelle des consommations intermédiaires, etc. Alors, pour la commodité, la simplification de l'analyse mathématique, donc, nous avons supposé qu'il utilise juste deux catégories d'input, le travail, L, et le capital, n'est-ce pas? Très bien. Donc, deux inputs. On va raisonner uniquement sur des inputs, comme on a raisonné sur deux biens XY pour le producteur. Donc, L pour le travail, labor en anglais, et K pour le capital. Très bien. Alors, comment on peut définir la contrainte budgétaire? Comment on peut définir la contrainte, définition de la contrainte budgétaire du producteur, CB du producteur. Très bien. Alors, à l'image de ce qu'on a fait pour le consommateur, donc les biens de production aussi, ce sont les inputs, ce sont des biens de production, et sont aussi des biens rares, n'est-ce pas, hein? Donc, c'est comme le consommateur, le producteur, il est en situation de rareté. D'un côté, il a des objectifs, il a besoin de produire maximum possible de biens et services, mais en même temps, il dispose de moyens qui sont limités. Donc, il doit faire des choix, pareil. Ok? Très bien. Alors, puisque les inputs, les facteurs de production sont rares, bah forcément, ils ne sont pas gratuits. Hein, on l'a déjà expliqué au premier semestre. Donc, il faut payer pour pouvoir les utiliser dans le processus de production. Donc, les inputs, ils sont payants. Ok? Très bien. Les inputs ou les facteurs de production, ils sont rares et donc ils sont payants. Très bien. Donc, s'ils sont payants, donc on doit déterminer leur combien on doit payer, c'est-à-dire leur prix unitaire ou leur rémunération. Donc, puisqu'on effectivement, hein, donc le producteur va disposer d'un certain montant monétaire qu'on va appeler le budget. Donc, B, c'est le budget. Donc, je mets B pour le budget. Donc, c'est le montant monétaire correspondant donc au budget du producteur. Donc, il va représenter la totalité de ses ressources financières. Donc, toutes les ressources financières. Donc, on va les représenter par ce qu'on appelle le budget. Très bien. Donc, les inputs, travail et capital ne sont pas gratuits. Donc, il faut payer leur coût qui correspond à leur rémunération. Donc, le coût d'un input, c'est ce que je paye pour l'acheter, c'est-à-dire sa rémunération tout simplement. Par exemple, le coût du travail, c'est la rémunération du travail, c'est-à-dire le salaire. Ok? Très bien. Donc, le salaire W constitue la rémunération donc du travail. Et donc, ça sera son coût unitaire. Ok? Donc, pour le travail, L, le coût, c'est le salaire. On va le noter, le coût du travail, donc de L, ça sera W. W, pourquoi? Ça vient du nom du salaire en anglais, wage, ok? Donc, on prend la première lettre, W, pour le coût du travail, ok? Alors, pour le capital, donc, sa rémunération, c'est le taux d'intérêt.
Ok? Donc, pour le capital, K, donc le coût ou la rémunération, c'est le taux d'intérêt. Et je vais expliquer pourquoi le taux d'intérêt. Alors, parce que certainement, il y a quelques-uns parmi vous qui vont se poser la question, mais monsieur, dans le capital, bah, on a des machines, on a des équipements, etc. Quel est le rapport entre le taux d'intérêt et ces machines, ou une usine, ou un bureau, ou une terre agricole, etc. Effectivement, vous avez raison de poser la question. Le capital, il est composé de plusieurs actifs qui sont différents. Donc, on vient d'évoquer les machines, les équipements, les outils, le matériel de transport, le capital immatériel aussi, tout ce qui est brevet, etc. Et donc, il est difficile donc d'utiliser une rémunération pour chaque composante de ce capital. Sinon, on va pas s'en sortir. On va avoir plusieurs variables. Alors que nous, on cherche mathématiquement parlant à réduire le nombre de variables qu'on va utiliser. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, les économistes néoclassiques, pour faciliter le travail, l'évaluation? Eh bien, on va plus compter les quantités ou les unités de capital, c'est-à-dire combien de machines, combien d'outils, combien d'ordinateurs, etc. Mais on va compter en termes d'argent, c'est-à-dire la valeur monétaire de ces ordinateurs, de ce mobilier, de cette usine, de cette terre, de ces machines, de ces équipements, etc. Et donc, on va faire la somme de tout ça en termes d'argent pour avoir une évaluation globale, donc, de la quantité de capital. Pas en termes d'unité, mais en termes de valeur monétaire. Et ainsi, donc, on va évaluer monétairement, c'est-à-dire en termes d'argent, le coût d'achat des machines. Après, je vais rajouter le coût d'achat des ordinateurs, je vais rajouter le coût d'achat du matériel de transport, le coût d'achat des bureaux, etc. Et donc, toutes les composantes du capital, donc on va faire leur somme en termes d'argent et on obtient donc un montant total qu'on va appeler effectivement donc la valeur du capital. Après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on suppose par exemple que le producteur devrait, imaginons, donc même s'il est propriétaire de tout ça, imaginons qu'il aurait dû par exemple, emprunter de l'argent pour acheter toutes ces composantes de capital qu'on vient d'énumérer auprès d'une banque, combien il aurait dû payer d'intérêts, combien il aurait pu payer de charges financières. Et donc, si par exemple, il aurait pris un crédit à 7%, justement pour acheter tout ça, tout ce capital, eh bien, le taux d'intérêt qu'on va retenir comme coût du capital, ce sera 7% justement. Donc, c'est-à-dire le taux d'intérêt du marché va être retenu pour estimer donc le coût du capital. Et donc, ce sera le coût définitif ou la rémunération aussi du capital. Il y a certains ouvrages, vous trouvez que c'est pas, je dirais, le producteur qui va emprunter de l'argent, mais on suppose qu'il est propriétaire de tout ce capital. Imaginons donc voilà qu'il détient 100 millions de dirhams, donc de capital. Eh bien, on suppose qu'il va placer cette somme d'argent dans un compte bancaire. Combien il va gagner de taux d'intérêt? Bien sûr. Et donc, ce sera la rémunération du capital, ce sera le coût du capital. Bon, l'on utilise cette possibilité, cette option ou l'option de l'emprunt, etc. Donc, c'est à peu près pareil. Donc, l'idée, c'est que pour le capital, donc on va le transformer en valeur monétaire. Toutes les composantes, on va les évaluer en termes d'argent. Et donc, on regarde un petit peu pour emprunter cette somme d'argent, pour la placer sur, voilà, auprès d'une banque, combien ça va nous demander de taux d'intérêt. Et donc, ce taux d'intérêt, ça sera exactement ce qu'on appelle le coût du capital. Donc, le coût du capital, on va noter R, petit r, par rapport à interest rate, d'accord? C'est toujours de l'anglais. Donc, on va prendre le taux. Donc, le taux, donc la première lettre, c'est R, donc qui va désigner le coût ou la rémunération du capital. Donc, je rappelle, le W, c'est le coût d'une unité de travail. C'est très important, notamment dans les examens, parce que parfois, comme dans le premier semestre, je donne le coût de plusieurs unités de travail et il y a des gens qui travaillent avec ce coût total. Non, il faut travailler avec le coût d'une unité de travail. Et R, c'est le coût d'une unité, bien sûr, de capital. Alors, même si j'ai parlé de taux d'intérêt, par exemple 5%, 6%, 2%, mais en général, dans les exercices d'examen, de TD, etc., on donne juste un chiffre 2 ou 3 est égal à 4, est égal à 5, est égal à 10, 20... Peu importe, donc on n'utilise pas forcément le pourcentage, ok? Très bien. Alors, donc,
le coût du travail finalement total est égal à quoi? Ben, c'est W d'une unité de travail fois la quantité de travail utilisée. Et le coût du capital, ben, c'est le coût d'une unité de capital multiplié par la quantité de capital utilisée. Et la somme des deux, ça va nous donner ce qu'on appelle le coût total supporté ou payé par le producteur afin d'utiliser donc les quantités d'input K et L, bien sûr. Très bien. Donc, le coût total du travail, juste du travail, est égal à W fois L, c'est-à-dire le prix d'une unité ou le salaire d'une unité de travail fois la quantité de travail utilisée. Et le coût total du capital, je ne parle pas du coût total de production, hein, juste de chaque facteur. Le coût total du capital, c'est R fois K, bien sûr. Et donc, le coût total de production, coût total de production est égal à WL plus RK, le coût du travail, bien sûr, plus le coût du capital. Alors, on le note, bien sûr, donc C, hein, en général C, qui est fonction de la quantité des inputs, d'accord, qui est égal à WL plus RK. Et donc là, chaque combinaison productive qui va être utilisée par le producteur, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va utiliser une certaine quantité de capital, une certaine quantité de travail. Eh bien, le coût total de cette combinaison sera égal à W fois la quantité de travail de cette combinaison plus R fois la quantité de capital de cette combinaison, tout simplement. Ok? Très bien. Donc, chaque combinaison utilisée par le producteur correspond à un coût qui représente le montant des achats, des quantités à la fois du travail et des quantités de capital. Alors, on va prendre un petit exemple pour fixer les idées. Ok. Alors, supposons que W est égal à 3, R est égal à 5. Vous voyez que je n'utilise pas de pourcentage. Voilà. Calculer le coût des deux combinaisons suivantes. A, on a 4, 6 et B, si vous voulez, 7, 2. Ok. Alors, donc, si on prend la combinaison, si vous voulez, 4, 6. Donc, le coût de la combinaison A est égal à quoi? Donc, c'est W, c'est le coût du travail. Donc, 3 fois la quantité de travail. Attention, le premier chiffre, c'est le capital. 3 fois 6 plus 5, donc R, fois la quantité de capital, qui est le premier chiffre ici, c'est 4. Et donc, ça nous fait 18 plus 20, ça fait 38. Autrement dit, donc, si le producteur utilise 4 machines et 6 travailleurs, donc il doit payer un coût total qui est égal à 38. D'accord? De la même manière, on peut calculer le coût de la combinaison B en procédant de la même manière. Donc, c'est 3, le coût du travail, fois la quantité de travail, deuxième chiffre, donc c'est 2. Attention à ne pas confondre les deux. Et 5, bien sûr, fois la quantité de capital, 7. Donc, ça nous fait 35 plus 6, ça fait 41. Autrement dit, si le producteur utilise 7 unités de capital et 2 unités de travail, il doit payer ou supporter un coût total de 41. Et ainsi de suite. Donc, comme pour le consommateur, on suppose, toujours dans cette logique de contrainte budgétaire, qu'il y a absence de crédit et d'épargne pour le producteur. Donc, il n'a pas la possibilité d'emprunter de l'argent. D'accord? Il ne peut pas dépenser plus que ce qu'il détient comme budget. Et de la même manière, absence d'épargne, ça veut dire qu'il ne doit pas faire des économies. D'accord? Donc, on suppose que même si, rationnellement parlant, donc on a intérêt à faire des économies, mais lui, en l'occurrence, ici, dans ce cas-là, il ne va pas faire des économies, il ne va pas épargner, il va dépenser la totalité de son budget. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le producteur ne peut dépenser ni plus ni moins que son budget. Donc, s'il a un budget de 3000 dirhams, donc il doit dépenser exactement ces 3000 dirhams, les répartir entre le capital et le travail. Donc, il ne doit pas dépenser plus que 3000 dirhams parce qu'il n'a pas la possibilité d'emprunter de l'argent. Et il ne peut pas dépenser moins que 3000 dirhams parce que il est interdit pour lui de faire des économies ou d'épargner. Donc, il doit dépenser exactement la totalité de son budget entre le travail et le capital, c'est-à-dire les 3000 dirhams dont on vient de parler. Par conséquent, donc, la contrainte budgétaire du producteur, c'est une égalité, n'est-ce pas? Ça s'écrit comme une égalité entre le montant total du budget
et puis le montant total du coût, hein, c'est-à-dire la somme du coût du travail plus le coût du capital. Très bien, donc on va écrire ça. Hein, donc la contrainte budgétaire du producteur, donc s'écrit comme suit. Ok, si on vous pose la question, la contrainte budgétaire, j'espère que c'est visible, voilà, s'écrit comme suit. Donc B est égal à C. Ça veut dire égalité entre le budget et le coût total. Ouais, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait pour le consommateur. Bah, le budget, c'est R et le coût, c'est la dépense. R est égal à D. Chez le consommateur, je le mets entre parenthèses pour là, on le rappelle, R est égal à D. Donc, R, c'est un peu le budget du producteur et la dépense, c'est le coût chez le producteur. C'est la même chose, vous voyez. Très bien. Donc, on va développer ça. Donc, cela implique en fait que la contrainte budgétaire, elle s'écrit comme suit. Voilà, c'est B, contrainte budgétaire du producteur. Donc C, c'est le coût est égal, ou le budget est égal à WL plus RK. Voilà. Égalité entre le budget dont dispose le producteur et la totalité des dépenses, ou les charges qui sont supportées par le producteur. Les charges du travail, c'est WL. Les charges du capital, c'est RK. Très bien. Alors, deuxième point qu'on va voir ici, toujours dans cette section, dans cette première partie de section, c'est la définition, puisqu'on a parlé de la droite budgétaire du producteur, c'est-à-dire la droite d'Izuku. De quoi parle-t-on? Okay. Alors, la droite d'Izuku, c'est un petit peu l'équivalent de la droite budgétaire chez le consommateur. Okay. D'ailleurs, si on décompose le terme Izuku en deux parties, ok. Alors, ISO, vous savez très bien, hein, donc, bien sûr, c'est égal. Et coût, ben, c'est le coût, tout simplement. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est la droite à coût ou de coût égal. Comme l'isocante, hein, donc c'est la courbe où, qui représente un output égal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite d'Izuku, qu'est-ce qu'il va contenir? L'ensemble des points ou des combinaisons, d'accord, productives, qui ont un coût égal, qui ont un coût identique. Comme la droite budgétaire contient l'ensemble des combinaisons de consommation qui ont un budget égal. Comme la courbe d'indifférence contient toutes les combinaisons qui ont, voilà, ou qui donnent un niveau de satisfaction qui est égal. Ou l'isocante, c'est l'ensemble des combinaisons productives qui contiennent, enfin, qui donnent un niveau d'output égal. Donc, pareil, on écrira la droite, d'accord, d'Izuku relie l'ensemble, ou toutes les combinaisons, l'ensemble des combinaisons productives, ok, KL, qui ont un coût identique, ou égal, qui ont un coût identique, ça veut dire pour lesquels le producteur il va dépenser le même montant d'argent, ok, pour lesquels le producteur va supporter le même montant d'argent. Donc, il ne s'agit pas, attention, quand je dis droite d'Izuku contient toutes les combinaisons productives qui ont un coût identique, ça ne veut pas dire forcément que ces combinaisons, ils ont les mêmes quantités. C'est vrai que lorsque vous avez deux combinaisons qui ont les mêmes quantités, avec je dirais, avec des prix, des facteurs W et R qui sont fixés à l'avance, etc., bah forcément, ils vont avoir le même coût. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on peut avoir parfaitement des combinaisons productives qui ont des quantités différentes de capital et de travail, mais qui ont un coût qui est identique. Donc, faites attention par rapport à ça. Donc, on peut avoir des combinaisons différentes en termes de K et de L, mais qui ont le même coût qui est égal. D'accord? Très bien. Alors, on va prendre un deuxième exemple justement pour illustrer cette définition. Ok? Alors, on vous donne la valeur de la rémunération du travail, W est égal à 2, R est égal à 4, et on vous demande de calculer donc le coût, ok, de A, le coût de la combinaison A, le coût de la combinaison B, le coût de la combinaison C, je vais vous donner ces combinaisons bien sûr, le coût de la combinaison D,
celle de E, ok, de F, ok, de G. Voilà. Très bien. Donc, alors, A, c'est la combinaison de 2. Donc, le coût de A est égal à quoi? Bah, c'est le coût, bien sûr, du travail, W, donc est égal à 2, fois la quantité de travail, qui est égale à 2 ici, plus 4 fois 2 la quantité du capital, donc 8, plus 4, ça fait 12. Très bien. Je passe à la deuxième combinaison, B, qui contient 4 unités de capital, 2 unités de travail. Donc pareil, même logique. Le coût de B, c'est 2, donc c'est W fois L, c'est-à-dire fois 2 toujours, plus 4 fois 4, la quantité de capital, ça fait 16, plus 4, ça fait 20. Je passe à la combinaison C, qui contient donc 3, 7. Le coût de C, je continue comme ça, donc ça fait 2 fois 7, plus 4 fois 3, la quantité de capital. Ok, donc ça nous fait 14 plus 12, ça fait 26. Et je continue. Alors, la combinaison donc D, alors D c'est 5 sur 2, 1. Ok, donc le coût de D c'est 2 fois, donc la quantité de travail est égale à 1, plus 4 fois la quantité de capital, 5 sur 2. Donc 5 sur 2, donc ça nous fait 10, plus 2, ça fait 12. Je passe à la combinaison E. La combinaison E, c'est 5 sur 2 aussi pour le capital et 5 pour le travail. Donc le coût de E est égal à 2 fois 5, plus 4, encore une fois, fois 5 sur 2. Donc ça nous fait 10, plus 10, ça fait 20. La combinaison F, donc c'est 3, 0. Donc le coût de F, c'est 2 fois 0, plus 4, c'est ça, toujours R, fois la quantité de capital, ça nous donne 12. Et puis G, la dernière combinaison, 3, 4. Bah, pareil, le coût de G, c'est 2 fois 4 plus 4 fois 3. Donc ça fait 12 plus 8, ça fait 20. Voilà comment on calcule donc le coût total de chaque combinaison productive, etc. Alors, au-delà du calcul, ce qui nous intéresse, c'est identifier les droites d'Izuku. Quelles sont les différentes droites d'Izuku que je peux identifier ici parmi ces combinaisons? Je rappelle, une droite d'Izuku, c'est l'ensemble des points, des combinaisons donc, qui ont le même coût. Donc, c'est très simple. Je vais voir parmi les points A, B, C, D, E, F, G, quelles sont les combinaisons qui ont le même coût. Et donc, celles qui ont le même coût vont constituer ce qu'on appelle une droite d'Izuku qui va représenter un niveau de budget donné. Donc, je vais regarder les valeurs, d'accord, du coût total qui vont se répéter. Donc, plus ils se répètent, ça veut dire qu'il y a plus de combinaisons qui indiquent le même budget ou le même coût. Donc, quel est le chiffre qui se répète, par exemple? Ben, c'est 20. Par exemple, 20, il se répète 3 fois. Donc, B, son coût est égal à 20. Il donne le même coût que la combinaison E, voilà, pour laquelle on a 20 aussi, et la combinaison aussi G, pour laquelle aussi le coût est égal à 20. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le coût de A, qui est égal au coût donc de, si vous voulez, pardon, je vais commencer par B déjà, puisqu'on a parlé de 20. Donc le coût de B, qui est égal au coût de la combinaison E, d'accord, qui est égal au combinaison, enfin le coût de la combinaison, bien sûr, G. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les combinaisons B, E et G ont un coût, d'accord, ou ils font supporter un coût identique au producteur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il appartient à la même droite Izuku, donc il appartient à la même, je fais juste le symbole, il appartient à la même droite d'Izuku.
qu'on va appeler BEG tout simplement, d'accord, représentant, donc qu'est-ce qu'il représente cette droite d'Izuku représentant donc le budget 20 tout simplement d'un montant qui est égal à 20, ok, représentant le budget ou le coût aussi, hein, c'est la même chose, donc le budget de 20. Voilà. De la même manière, donc je remarque aussi qu'on a le chiffre 12 qui se répète ici, vous voyez. Donc pour la combinaison A, ici, donc on a 12. Là, on a pour D aussi, donc 12. Le même budget, le même coût. Et F. Donc, on note aussi que les combinaisons, pardon, je vais écrire d'abord C de A qui est égal à C de D, qui est égal à C de F. N'est-ce pas? Donc, on a les combinaisons C, ou A déjà, D et F. Voilà, les combinaisons A, D et F ont un coût identique. Donc, ils ont un coût identique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils appartiennent forcément à la même droite. Donc, je peux les relier. Hein, donc, c'est ça l'idée. Donc, lorsque vous trouvez des combinaisons avec le même, hein, donc voilà, budget, donc vous pouvez les relier par une droite. Donc, à la même droite d'Izuku, n'est-ce pas? Représentant, donc on a noté donc ADF, représentant, n'est-ce pas, le budget ou le coût, donc 12, etc. Voilà, donc une droite d'Izuku, donc c'est la droite budgétaire du producteur, il réunit toutes les combinaisons qui ont un coût identique.